Mojang est-elle devenue folle et fait-elle l'impensable? Elle travaille, et sérieusement. Nouveaux biomes, blocs, objets, structures. On peut jouer entre amis sans avoir besoin de serveurs. Des camps abandonnés. Tu en veux encore, et il y en a même plus. Le Sculpide, il a introduit une mécanique révolutionnaire dans un domaine rarement modifié par Mojang, la physique. Des cavernes toxiques, un nouveau mob avec des pouvoirs, et des forêts d'automne avec des champignons aux effets étranges. Mojang, Mojang, Mojang. En résumé, cela fait longtemps qu'on n'a pas eu de mise à jour aussi ambitieuse dans Minecraft. Il y a des centaines de nouveaux objets, comme dans un modpack, mais officiel. Si tu n'as pas joué à Minecraft depuis longtemps, tu seras surpris. Installe-toi et viens avec moi. La nouvelle mise à jour est sortie en juin 2026 pour les versions Java 26.2 et Bedrock 26.30. Elle est déjà arrivée avec une quantité impressionnante de nouveaux contenus. La grande nouveauté, ce sont les grottes de soufre, un biome souterrain inédit qui transforme les grottes en un environnement presque extraterrestre, rempli de soufre, de brume verdâtre et de mécaniques inattendues dans Minecraft. Évidemment, le nouveau biome seul ne suffit pas pour une mise à jour complète. Le véritable protagoniste de cette version, c'est le cube. De soufre, une créature semblable à un slime, mais qui dissimule l'une des mécaniques les plus créatives jamais ajoutées par Mojang. Selon le bloc absorbé, il change de comportement, permettant des mini-jeux, des transports, des pièges et bien d'autres folies que la communauté invente sûrement déjà. Par exemple, dans ces vidéos, le joueur s'accroche à la nouvelle créature, monte un cochon et utilise l'impulsion pour marcher sur l'eau, peut-être plus vite qu'avec les élytres. Calme-toi, on va y arriver, car il y a littéralement des centaines de possibilités dans une mise à jour très créative. La mise à jour ajoute aussi des ensembles complets de blocs de soufre et de cinabre. Pour les amateurs de construction, un nouveau système de geyser agit comme un ascenseur naturel. Un disque musical inédit nommé Bouncing. De nombreuses corrections et améliorations, notamment pour les joueurs Bedrock. Mais avant de parler du cube de soufre et de toutes les choses incroyables qu'il peut faire, il faut d'abord découvrir l'endroit où tout cela se passe, les cavernes de soufre. Ce nouveau biome souterrain est surtout fait de blocs de soufre et de cinabre, matériaux exclusifs à cette région, mais ils ne sont pas la seule chose intéressante ici. Le biome possède également des épines de soufre, qui sont des formations cristallines disséminées dans le terrain, des piscines de soufre, qui sont des flaques toxiques que l'on trouve à divers endroits de la caverne, et des sources de soufre, qui servent en quelque sorte de piste pour ceux qui essaient de localiser le biome depuis la surface. Fait curieux, ces cavernes n'apparaissent pas partout. Elles se trouvent à la même profondeur que les cavernes luxuriantes et de Spéléothème, mais sont souvent plus petites et fragmentées. Selon Mojang, elles ont plus de chances d'apparaître sous des terrains relativement plats, surtout dans les régions proches des déserts et des marais. Mais il y a une méthode plus intelligente pour trouver ce biome, utiliser les sources de soufre. Ces formations peuvent apparaître à la surface du monde et elles servent presque d'avertissement naturel qu'il y a quelque chose de différent juste en dessous. Comme le X des pirates pour signaler un trésor, si tu en trouves une en explorant, commence à creuser. Tu auras plus de chances de découvrir une grotte de soufre. Et quand tu y arrives enfin, la sensation reste étrange. L'eau est vert jaunâtre, des particules blanches flottent dans l'air et une brume verte recouvre la caverne, créant une ambiance presque toxique. Accident radiologique, comme le césium-137 à Goiânia. Et dans la version Bedrock, cela devient encore plus évident, car le biome a reçu une couche supplémentaire de brouillard exclusif, ce qui rend l'atmosphère encore plus lourde. En utilisant les visuels vibrants, donc le shader natif du jeu, le résultat devient encore plus impressionnant. L'éclairage prend une teinte plus chaude, le brouillard devient beaucoup plus dense, et toute la grotte donne vraiment l'impression que vous êtes entré dans un endroit qui ne devrait définitivement pas exister. Mais cette ambiance ne sert pas seulement à embellir le biome. Les flaques dans les grottes de soufre introduisent une nouvelle mécanique qui peut compliquer une simple promenade. Il suffit d'approcher ces bassins pour voir qu'il se passe quelque chose de différent. Au fond de ces bassins se trouve un bloc spécial, le soufre puissant, qui fait de ces flaques l'une des zones les plus dangereuses des grottes de soufre. Quand ce bloc est submergé, il libère en continu des bulles et un gaz toxique, comme ton ex-petit ami, qui monte et se diffuse en particules blanches dans l'environnement. Et tout joueur ou créature qui entre en contact avec cette eau contaminée, ou même avec le gaz qu'elle produit, subit l'effet de nausée. Oui mes amis, c'est vraiment un modpack radioactif. Et votre écran va commencer à trembler justement au moment où vous explorez une grotte pleine de trous, de dénivelés, de passages étroits et de créatures OX dispersées partout. Cependant, le soufre puissant ne sert pas seulement à provoquer la nausée. Heureusement d'ailleurs.
Il est aussi responsable de l'une des mécaniques les plus créatives de toute la mise à jour, permettant la création de colonnes d'eau capables de propulser les joueurs, les créatures, les bateaux et pratiquement toute autre entité à des dizaines de blocs de hauteur. Et c'est justement là qu'interviennent les geysers. Tu te rappelles ces dessins animés comme Woody Woodpecker avec une source d'eau du sol? C'est une des mécaniques originales ajoutées par Chaos Kills Cubed dans le jeu, basée sur le soufre puissant. Quand ce bloc est immergé et posé sur un bloc de magma, il peut provoquer une éruption, créant une colonne d'eau jaillissant vers le haut comme un geyser réel. Et ça, c'est sûr, ouvre une quantité incroyable de possibilités pour ceux qui aiment expérimenter de nouvelles mécaniques et pour ceux qui en avaient déjà marre de regarder 35 minutes de tutoriel pour construire un ascenseur. L'application la plus évidente est d'utiliser les geysers comme ascenseurs naturels, car ils peuvent transporter des entités verticalement sans colonne de bulles ni mécanisme complexe. Et bien sûr, la communauté va réussir à trouver beaucoup d'autres utilités. On peut imaginer des circuits de course utilisant cette fonctionnalité pour lancer des bateaux, des arènes où les joueurs utilisent dans les éruptions pour atteindre des plateformes ou des systèmes automatiques pour déplacer des créatures dans des fermes et constructions. Salut Vinicius 13. Aussi intéressante soit-elle, cette nouvelle fonctionnalité s'accompagne de deux ensembles complets de blocs, tous deux dotés d'une forte personnalité. Le premier est le cinabre, un matériau rouge trouvé uniquement dans les grottes de soufre. Et par rouge, je ne parle pas du rouge vif des briques du nether ou des blocs de terre cuite. Le cinabre, plus sombre et minéral, convient parfaitement aux constructions souterraines, ruines anciennes et structures à l'aspect industriel ou archéologique. Comme d'habitude, il arrive déjà avec presque toutes les variantes à apprécier des constructeurs. Dalles, escaliers, murs, versions polies, briques et blocs sculptés décoratifs. De l'autre côté, il y a le soufre, matériau jaune cristallin qui domine le biome et risque de diviser les opinions. Certains joueurs verront l'un des blocs les plus étranges du jeu, tandis que d'autres imagineront aussitôt de nombreux projets variés. Comme le cinabre, le soufre possède aussi dalles, escaliers, murs, surfaces polies, briques et blocs sculptés. Cependant, le contraste entre le jaune vif du soufre et le rouge foncé du cinabre offre une combinaison visuelle unique parmi toutes les palettes existantes. Et il existe encore une autre ressource importante disséminée dans le biome, les pointes de soufre. À première vue, ils rappellent de beaucoup les spéléothèmes ou les stalactites des grottes conventionnelles, puisqu'ils peuvent apparaître aussi bien au sol qu'au plafond et adoptent cette forme pointue que tout joueur reconnaît immédiatement. La différence, c'est qu'ils ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Contrairement à la stalactite, la pointe de soufre n'augmente pas les dégâts de chute, n'accumule ni eau ni lave et ne produit pas les gouttes habituelles des grottes à spéléothème. En revanche, ils ont un atout majeur. Les pointes de soufre poussent naturellement sur les blocs de soufre et peuvent être cultivées, rendant ce matériau renouvelable. C'est important car, contrairement au cinabre, ceux qui veulent beaucoup de soufre disposent ainsi d'un moyen fiable d'en produire davantage, sans dépendre seulement de l'exploration. Et même si tout cela rend déjà le biome très intéressant, la vérité est qu'aucun de ces blocs n'était la principale raison pour laquelle tant de gens parlent de ce qu'est le skibid. Parce que dans cette mise à jour, il existe une créature vivant dans les grottes de soufre qui est capable de transformer pratiquement n'importe quel bloc de Minecraft en une compétence complètement différente. C'est justement ici que nous arrivons enfin à la star de toute cette mise à jour, sans aucun doute, le cube de soufre. Au début, il évoque un slime étrange, comme si trop de produits chimiques avaient été versés dans un marais pour en observer le résultat. Quelques minutes d'observation suffisent pour voir que cette créature est d'une toute autre catégorie que tous les autres mobs créés par Mojang. Le cube de soufre apparaît exclusivement dans les grottes de soufre et, contrairement au slime classique, il est totalement pacifique. Vous pouvez l'approcher sans crainte et même l'attraper avec un seau, comme on fait avec les poissons ou les axolotls. Une autre particularité apparaît à sa mort. Tout comme les slimes, il se divise en versions plus petites. La différence, c'est que ces petits cubes ne restent pas ainsi pour toujours. Ils peuvent à nouveau grandir avec le temps et retrouver leur taille d'origine. Et si vous n'avez pas la patience d'attendre, il suffit de nourrir ces petites têtes avec des boules de slim pour accélérer ce processus. La grande particularité du cube de soufre, c'est sa capacité à absorber des blocs. Il peut le faire seul en trouvant certains blocs posés au sol, mais le joueur peut aussi prendre un bloc et l'utiliser sur le mob pour forcer l'absorption. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent à devenir vraiment étranges. Dès qu'il absorbe un bloc, le cube de soufre abandonne pratiquement son comportement habituel. Il cesse d'agir comme une créature ordinaire, arrête de se déplacer et devient presque un objet intégré au monde, devenant ainsi immunisé contre les dégâts.
Selon le bloc qu'il absorbe, il acquiert des propriétés différentes. C'est à ce moment-là que les joueurs font toutes sortes d'expériences, un peu comme dans Breaking Bad, mais rassurez-vous, pas pour fabriquer des cailloux bleus en laboratoire, mais peut-être pour créer une table de billard, grâce à la facilité avec laquelle ces créatures glissent. Si tu veux changer d'avis, tu peux retirer le bloc absorbé avec des cisailles ou le remplacer. Et crois-moi, même à ce stade, le cube de soufre tout seul semble déjà être une idée extrêmement intéressante. Mais plus tu es passionné par la technique, plus la situation devient absurde. En étudiant chaque bloc de Minecraft, on découvre de subtiles différences. Le bloc d'herbe, par exemple, est la version la plus équilibrée de toutes, avec une vitesse moyenne, un rebond moyen et une friction moyenne. Mais il suffit d'un bloc de tronc pour qu'il devienne une sorte de balle en caoutchouc géante, se déplaçant beaucoup plus vite et sur de bien plus grandes distances. Le bloc de muscle le rend très rapide, mais il rebondit peu. La glace bleue transforme le cube de soufre en palais de hockey. Le sable des âmes ou la terre des âmes forment un cube très lourd, difficile à déplacer et bien plus résistant au choc. Enfin, je pense que vous l'avez compris, mais imaginez que vous soyez assez geek, désœuvré, allergique au salariat ou juste en vacances pour tester les plus de 1000 blocs du jeu. Bloc de fer, bloc de miel, bloc de magma, chacun d'eux a une fonction différente, allant de causer des dégâts à coller aux surfaces, y compris la TNT elle-même qui peut littéralement exploser en quelques secondes. Mise à jour Oppenheimer de Minecraft. Maintenant, nous avons des bombes atomiques dans le jeu. Le cube de soufre n'a pas été conçu comme un simple mob, mais comme une boîte à outils mobile offrant des centaines de possibilités. À chaque snapshot, selon la communauté, il peut recevoir une nouvelle fonction adaptée à chaque bloc. Je suis impatient de voir si, dans le transport, les mini-jeux, les pièges, la redstone, la défense, ou pour semer le chaos sur le serveur de vos amis. Après tout cela, il reste encore quelques ajouts mineurs qui complètent l'ensemble. Le saut avec un cube de soufre permet de capturer et transporter le mob comme on le fait avec les poissons et axolotls. Les grottes de soufre cachent aussi un nouveau disque musical, Bouncing, trouvé dans des coffres des mines abandonnées et composé par Finger Speech. Avant d'évoquer la snapshot sortie ensuite avec ses nouveautés révolutionnaires, il faut mentionner un changement récent passé inaperçu qui pourrait transformer notre façon de jouer à Minecraft depuis des années. Depuis toujours, ceux qui voulaient jouer avec des amis sur Internet avaient essentiellement 4 options. Créer un serveur, rejoindre un serveur, s'abonner à Helmets ou utiliser des mods et des programmes tiers. Qui n'a jamais utilisé Hamachi ou Admin ? Récemment, de nouvelles options comme Essentials Modrington sont apparues. La Java Edition a toujours fonctionné ainsi, tandis que la Bedrock Edition, bien plus simple, était enviée. En mai de cette année, Mojang a décidé de changer cela. Dans la snapshot 26.2 et la snapshot 7 peu avant la mise à jour Chaos Cubed, elle a présenté 2 nouveautés. La première était la liste d'amis qui a enfin permis d'ajouter des amis, voir qui est en ligne et suivre leur partie. Et la deuxième nouveauté était bien plus ambitieuse, un système multijoueur point à point. Pour ceux qui ne le savent pas, en pratique, l'idée est simple. Il suffisait d'ouvrir son monde et d'inviter un ami, le jeu gérant la connexion automatiquement, comme dans de nombreux jeux modernes, sans programmes externes ni modes. Vous fermiez le monde, la session finissait. C'était tout. Inutile de configurer un serveur ou d'ouvrir des ports, ni de compter sur le Helmets. Mais lors des tests de la version 26.2, Mojang a fait marche arrière. Selon elle, l'expérience ne répondait pas encore à la qualité qu'elle voulait pour les joueurs. Le résultat, c'est que le système peer-to-peer a fini par être retiré avant même la sortie de la version stable, et c'est dans cette situation que nous nous trouvons actuellement. La bonne nouvelle, c'est que la liste d'amis est restée et fait désormais partie de la Java Edition. Quant au multijoueur point à point, il est toujours en développement, et du moins pour l'instant, il n'a pas encore de date de retour. Et ça, c'est certainement l'une des meilleures choses qui puisse arriver pour ceux qui jouent vraiment au jeu, et j'espère que Mojang nous fera cette faveur et qu'ils ne resteront pas attachés aux helmets juste parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Mais en attendant que cela arrive, Mojang lance déjà les tests du 3e Game Drop de 2026 avec l'arrivée de la snapshot 26.3.1 et cette fois, l'accent change complètement. La mise à jour privilégie l'exploration, la construction et surtout 2 thèmes attendus par la communauté. Un biome automnal plutôt que de nouvelles mécaniques physiques. La principale nouveauté est la forêt desséchée. Visuellement, elle diffère du standard connu en remplaçant la mer de feuilles vertes par des arbres rouges, orangés et jaunes, rappelant les forêts d'automne réelles. Selon Mojang, ce biome apparaît généralement à proximité des biomes froids, servant de sorte de transition entre eux. Pour la première fois depuis longtemps, Minecraft accueille une toute nouvelle espèce d'arbre appelé peuplier. Il possède son propre tronc, bois et feuillage, en plus d'une forme très différente des arbres traditionnels, avec une cime plus arrondie qui le fait ressortir immédiatement.
Chaque peuplier peut avoir des feuilles rouges, oranges ou jaunes, chacune produisant des particules de feuilles qui tombent de la même couleur, ce qui rend le biome plus vivant en exploration. Comme souvent dans les dernières mises à jour, ce nouveau bois ne sert pas qu'à décorer la carte. Les troncs de peupliers peuvent être convertis en divers blocs de construction, incluant des variantes de bois déjà familières aux joueurs. Mais les nouveautés de ce biome ne se limitent plus pas aux arbres. Sa personnalité vient aussi des plantes et structures du décor. Tout d'abord, mentionnons les buissons rouges, qui poussent en groupe naturellement et se multiplient aussi avec de la poudre d'os. Au lieu de pousser vers le haut, ils s'étendent sur les blocs autour, fonctionnant de manière similaire à d'autres plantes basses du jeu. Et sans aucun doute, l'un des blocs les plus curieux de ce snapshot est le shelf mushroom. Comme son nom l'indique, c'est un champignon qui pousse accroché sur les côtés des arbres peupliers. Il y a deux versions, petite et grande. Avec de la poudre d'os sur la petite, elle grandit aussitôt. La grande, une fois cassée, donne 2 champignons, ce qui facilite la collecte. Et il ne sert pas qu'à décorer ou cuisiner. Mojang a ajouté une mécanique propre à ce bloc. Quand une entité marche dessus, un léger rebond se produit, comme sur les lits. Cela ne propulse pas le joueur au loin, mais suffit à créer des chemins dynamiques, des défis de parcours ou à donner plus de personnalité au biome. La grande nouveauté pour l'exploration, ce sont les camps abandonnés, une structure inédite désormais présente dans divers biomes du monde normal. L'idée, comme pour plusieurs autres structures déjà présentes dans le jeu, est que ces constructions représentent d'anciens camps laissés à l'abandon. Vous trouvez des tentes déchirées, des feux éteints, des tonneaux, des coffres et plusieurs annexes disséminées dans le décor. Leur format varie et chaque campement s'adapte au biome où il est généré. C'est pourquoi on trouve souvent des tentes partiellement détruites par des arbres couverts de toiles d'araignée ou d'autres détails, renforçant l'impression d'un lieu abandonné depuis longtemps. Curieusement, cette structure a permis à Mojang de répondre à une ancienne demande de la communauté. Toutes les couleurs de laine disposent enfin de leurs propres escaliers et dalles. Cela peut sembler être un petit changement à première vue, mais cela augmente considérablement la variété de blocs disponibles pour la construction, surtout pour ceux qui aiment créer des détails plus élaborés. Et ces nouvelles variantes continuent également de conserver la principale caractéristique de la laine, qui est d'amortir les vibrations détectées par les capteurs Skulk et le Warden. En plus d'élargir les options pour les constructeurs, elles restent utiles dans le gameplay. Et maintenant, un autre détail intéressant de cette mise à jour est que, pour la première fois dans l'histoire de Minecraft, les araignées des cavernes peuvent apparaître naturellement sans dépendre des générateurs de monstres. Jusqu'à aujourd'hui, elles étaient presque limitées aux mines abandonnées et toujours très gênantes. Elles peuvent désormais aussi apparaître dans les grottes de soufre, rendant l'exploration du biome plus dangereuse et désagréable. Comme la plupart des mises à jour modernes de Minecraft, Chaos Cubed a aussi apporté des améliorations propres à la version Bedrock. Ces améliorations concernent la qualité de l'interface, avec l'ajout de recherches automatiques dans l'inventaire et des changements comme la vitesse des tirs des squelettes, désormais plus proche de la version Java et variable selon la difficulté choisie. Dans l'End, le combat contre le dragon de l'End a vu son ambiance renforcée. Pendant le combat, une brume spatiale recouvre l'arène et rend la bataille plus dramatique. Plus récemment, une correction très attendue, avec 10 ans de retard, a enfin résolu le problème qui affectait tous les joueurs de Call Wars, Bad Wars et mini-jeux. Dans certaines situations, une perle de l'Ender, ou Ender Pearl, pouvait téléporter le joueur à l'intérieur de blocs solides, provoquant un étouffement ou même une mort instantanée. Tous les joueurs multijoueurs de Call Wars ou Bad Wars ont déjà souffert de ce problème, enfin corrigé 10 ans plus tard. Quand on te demande ce qu'est la paresse, montre-leur une photo de Mojang. Au final, Chaos Cubed est une mise à jour qui mise beaucoup plus sur la créativité que sur la quantité. Je sais qu'on évoque souvent une end update qui transformerait la dimension avec de nouveaux défis, biomes et de nombreuses nouveautés déjà aperçues. Par exemple, dans Minecraft Dungeons, la présence d'autres Enderman et blocs donnerait sans doute un nouveau visage au jeu. Mais puisque Mojang prend une direction différente, pourquoi ne pas reparler de l'une de mes mises à jour préférées, la Sex Update ? Attends, j'ai mal lu. Si tu as regardé jusqu'ici, je t'ai diverti. Abonne-toi, lâche un like et suis-moi sur Instagram @emin77.